trop. C'est ok. Ouais. Bonjour. Eh bien, bonjour à toutes et tous, d'abord. Bienvenue pour cette première séance de ce que j'ai appelé conversation sur le lien, sur l'inconscient, le lien social et les sexuations. Conversation qui démarre aujourd'hui. Pour cette séance d'introduction, j'assume, je vais essayer, d'avoir pour tâche de vous présenter, si ce n'est le projet, tout du moins son début, en commençant d'emblée par un éclaircissement de ses coordonnées récentes sur le plan historique, ainsi qu'une reprise partielle d'éléments précédemment abordés, qu'il faut cependant envisager à la lumière des 15 dernières années écoulées, depuis que j'ai commencé d'exposer quelques propositions sur les actualités sexuelles et la psychanalyse. Je m'excuse d'avance de devoir entamer ce cycle par une présentation un peu massive, mais elle est nécessaire en l'état. Il faut amorcer la pompe, partir d'une déclaration d'intention que je vous livre aujourd'hui et que nous allons discuter. C'est une entame, et comme pour le jambon ou pour le pain, chacun, chacune sur ce point a ses propres fixations libidinales. Qu'on l'aime ou la déteste, on fait avec, quoi qu'il en soit. Pour démarrer, un petit extrait du chapitre 7 de Parle à mon corps. Le chapitre s'intitule « La nuit de la maîtresse ». Dans cette partie, Marc, le personnage principal, écrit dans son journal intime. « Rien ne tient plus donc, en cet instant et pour toujours, mais cela tenait-il, quelque chose tenait-elle auparavant ? Que reste-t-il qui peut dire ce que je suis désormais ? Moi, Marc, je ne le sais pas, aussi fortement que je le sus peut-être jamais, sans le savoir. Ce qui m'arrive est inédit. La grande transformation, un retournement, l'endroit sur l'envers. Reste plus qu'à laisser ce bout de corps se remettre lui aussi, renouer à l'intérieur, retricoter le dedans. Que c'est dur. Rien n'a jamais été aussi difficile que cela dans ma vie, ou bien je ne peux m'en souvenir. Je deviens fou, fou d'amour, malade du sexe. Aimer dans toutes les nuances de l'amour, surtout celle allégée de l'empire génital à la sauce libérale. Est-ce une piste sérieuse ou un vœu puritain suspect ? Non, quel beau programme. Du sexe, guérir l'amour. Pas de racines, pas de sexe stable, pas d'identité écrasante, pas de caricature érotique, pas de patriarcat. Premier point, le genre, encore. Prendre la parole sous l'intitulé « Psychanalyse et actualité sexuelle » devrait à minima sembler un brin désuet ou pour le moins anachronique. Mais ce n'est pas le cas. Cet intitulé étrangement fait l'effet d'une ouverture. Il suscite notre intérêt. Ce constat est étrange, surtout pour la psychanalyse. De quoi pourrait-elle parler d'autre si ce n'est des actualités sexuelles ? Comment se fait-il que nous soyons interpellés par l'actualité sexuelle comme une question spécifique, alors qu'elle constitue l'ordinaire inévitable de l'expérience psychanalytique en train de se faire ? C'est pourtant bien ce qui nous rassemble aujourd'hui, et c'est cela même qui a motivé peu à peu la mise en route de ce projet. Traiter ceci que les actualités sexuelles paraissent insuffisamment considérées par la psychanalyse depuis le siècle dernier. Tenter de savoir à quel point cela est vrai
et surtout de quelle manière cela est vrai. Nous devons tirer de ce constat bon nombre d'interrogations. Une au moins les rassemble presque toutes. Comment en sommes-nous arrivés là ? C'est la question de fond, une double question épistémologique et critique qui nous convie à cette double exigence fondamentale à l'expérience psychanalytique, l'expérience du savoir, avec et contre le savoir de l'expérience. Parce qu'il n'est pas envisageable de cheminer dans ce domaine sans confirmer tout d'abord une sorte de principe à toutes les tentatives sincères d'élaboration dans le champ psychanalytique, donc la nôtre aujourd'hui et pour plus tard, penser ce que la psychanalyse nous fait et ce qu'on peut en faire n'est possible qu'à prendre très au sérieux le risque et la nécessité d'inventer le savoir contre le savoir, de réinventer. Ce que nous pensons savoir n'a ici de valeur qu'à l'unique condition de le supposer comme savoir, jusqu'à preuve du contraire ou confirmation, de le soumettre à la question, donc mener une inquisition avec pour guide et repère non pas Dieu, mais ce que parler veut dire et ce que cela fait de parler. Pour avancer dans cette voie, car c'est un fait acquis que nous y parvenons peu à peu, nous pouvons encore profiter d'une occasion inouïe, qui, de n'être déjà plus très récente, n'en reste pas moins originale à sa façon, suffisamment perturbante pour être féconde, moderne si cela protège du classicisme, ou bien encore tout simplement branchée sur les effets de la parole en ce début de XXIe siècle. Désignons-la par un premier signifiant, genre, dont l'irrésistible ascension ne cesse pas de s'écrire depuis plus de 40 ans. Le genre et ses questions, les questions de genre, comme le dit l'expression courante, dont il faut prendre soin et se méfier pour ne pas nous laisser trop simplement contaminer par ce poncif le plus néfaste dans ce champ de recherche et de pratique, qui fait bêtement du genre un pendant du sexe, ainsi que nous pouvons toutes et tous constater la faiblesse des propositions et des modes de traitement de ces questions dans le champ de la psychanalyse et au-delà d'elle, depuis une vingtaine d'années, tout ou presque vissé sur une approche assujettie à certains discours sociologiques, politiques et aussi philosophiques, teintés d'une conception binaire symptomatique de la nature et de la culture. Car il y a des lignes de fracture entre les discours. Nous devons en tenir compte sans nous contenter de simples divisions entre eux. Leurs propriétés sont plus complexes que cela. Ce que nous connaissons fort bien, par exemple, entre le discours psychanalytique et le discours de l'université, définitivement compatibles, donc inconciliables. J'ai avancé en entrée de jeu le signifiant genre. Il est peut-être d'ores et déjà le plus ancien dans notre actualité sexuelle. Il commence à dater. C'est un paradoxe pour qui veut saisir l'actualité. Cela vieillit d'emblée notre initiative. Déjà vieille, elle l'est, au-delà de la rhétorique qui permet cette juxtaposition au discours de signifiants nouveaux dont certains se hissent en place de maître bien avant que nous ayons eu l'occasion de nous en rendre compte. Alors rattrapons ce retard en évoquant sans attendre deux autres signifiants passés il y a peu en place de maître eux aussi, selon moi, trans et yel, qui différemment du signifiant genre, sont aussi des signifiants nouveaux à leur manière. Une première perspective conceptuelle s'ouvre ici du seul fait d'ajuster ces trois signifiants dans un même paragraphe. Profitons-en dès cette introduction et nous aurons le temps d'y revenir en détail. Le genre sera la forme, à l'imaginaire, qui peut nous enseigner enfin ce que nous ne savons toujours pas du sexe. Le trans
sera la perspective donnant au symbolique, donnant accès au symbolique, traité par le réel de l'inconscient bisexuel, refusé, signifié et sauvé par le yel. Et déjà nous faisons un peu de topologie, j'espère que vous aimez ça. Genre, trans, yel, imaginaire, symbolique, réel. Petite remarque, quand je dis l'inconscient bisexuel, je commets volontairement une erreur. L'inconscient n'est pas bisexuel. Yel est la bisexualité. Nous aurons l'occasion d'y revenir en détaillant ce qu'est la binarité, sous-entendu sexuelle, malheureusement devenue une religion du double, là où elle s'impose pourtant être une pratique de la relativité, à condition de la dégager du fantasme. Si cela semble obscur ou complexe, n'ayons pas peur. Ce n'est pas aussi compliqué que cela en a l'air. C'est seulement l'effet que nous fait d'avancer sur la piste de savoir en instance. Il n'y a rien d'excessivement difficile dans ce qui va suivre, seulement des complexions qui invitent notre exigence, que nous pouvons démêler à condition d'assumer et de supporter la mise en cause de ce que nous croyons savoir pour nous contenter de le penser, ce qui est déjà beaucoup et souvent impossible, ce qui est aussi la seule manière de progresser et suivre la lettre dans ce qui se dit et s'entend, sans suivre à la lettre ce que nous croyons savoir. Ainsi, et seulement ainsi, nous aborderons des territoires fertiles, dans les franges de l'invention et de la réinvention, où le fini et l'infini de la psychanalyse en expérience maintiennent, à condition d'en fournir l'effort, des ouvertures profitables à l'examen minutieux de nos états d'âme à propos de ce que nous appelons génériquement sexualité. Point 2. Actualité du genre dans la psychanalyse. Il ne s'agira pas d'aimer la psychanalyse, ni même les actualités sexuelles, mais d'aimer l'opportunité de penser d'une manière efficace à nous déstabiliser au profit de quelques inventions profitables à notre progression dans ces continents noirs de la psychanalyse, dont le premier a été dit par Freud en 1926 dans la question de l'analyse profane, je cite, « La vie sexuelle de la femme adulte est encore un continent noir pour la psychologie ». D'une manière générale, jusqu'à présent, les contributions à la clinique du genre en psychanalyse, ainsi que je désigne ce champ, ont été parfois qualifiées de propositions obscures ou incompréhensibles, le plus souvent reléguées au rang de phénomènes insignifiants ou wokistes. Le comble, c'est que ces phénomènes sont le lieu même, actuel, de la parution de signifiants nouveaux, et qu'à ce titre, leur mise à l'écart en devient symptomatique pour cette pratique de l'écoute. Moi qui travaille là-dessus, comme on dit, disons qui essaie de suivre ce fil que j'ai aperçu pour mon propre compte il y a fort longtemps dans ma lecture de La cause des adolescents de Françoise Dolto. Je peux attester et qualifier autrement cette soi-disant complexité insurmontable pour certains, péremptoire pour d'autres. Je veux la qualifier autrement en mettant en perspective directe, en la mettant en perspective directe avec le sort réservé aux questions de genre et à celles et ceux qui les portent ou qui ont tenté de les porter dans les maisons de psychanalyse en particulier, qu'elles soient des sociétés, des associations ou des écoles. Et c'est aussi vrai pour l'université. Car le traitement institutionnel de ces questions et des cliniciens et cliniciennes qui s'y sont collés, traitement simplificateur, donc fasciste, a déjà donné lieu à bon nombre d'événements
qui nous permettent dès à présent de formuler un constat. Dans les maisons de psychanalyse, où ces questions d'actualité sexuelle ont été soulevées, mises au travail ou combattues, chaque fois elles ont été très rapidement écrasées par une conception sociologique et philosophique de l'individu et du sujet. Ce qui, toutes les fois, a permis de rendre accessoire leur objet et de mettre à l'écart, directement et indirectement, celles et ceux qui prenaient le risque de leurs paroles à ce propos. À prendre le genre pour une expression culturelle et sociale du sexe intime et privé, il n'y avait pas d'autre possibilité que d'insister dans ces impasses. Qui plus est, ceci est le résultat d'un retournement manifeste en son contraire, d'une confusion latente entre l'intime et le public, confusion située à la source du totalitarisme sexuel, faute de pouvoir, affronter l'horreur du savoir sur la vérité sexuelle et ses limites. C'est que plusieurs nœuds ont été très vite rencontrés, lorsqu'ont été abordées, sous la pression de l'actualité le plus souvent, les questions dites de genre dans le champ psychanalytique. Des nœuds au cerveau d'abord, puis des nœuds dans la théorie, pour finalement négliger le terrain où cela se passe et dont nous savons le pouvoir de dénouement, qu'on le veuille ou non, la pratique clinique. Ainsi, les difficultés de compréhension ou d'adéquation idéologique et politique, inhérentes à toute volonté d'approcher ces questions, doivent être repérées comme principalement nourries des effets institutionnels, bien plus qu'imputables à la nature même de ces questions. Si nous éprouvons ne rien y comprendre, ce n'est pas tant par la difficulté de l'objet que par la déformation instituée de notre écoute et de notre pensée, toutes deux bien trop alignées sur l'orthodoxie conceptuelle et les postures intellectuelles actuelles dans le champ de la psychanalyse. Toujours, et cela dure encore, il n'a été question que de rapprocher les actualités sexuelles des choses déjà connues, soi-disant, des sexualités avant elles, pour les comparer, les évaluer. Chaque fois, il a été question de rabattre sur l'inconnu le soi-disant connu. À chaque occasion, a été tenté de souligner l'infécondité de ces questions en confirmant non pas seulement la valeur des théorisations acquises, mais bel et bien leur emploi réifié par celles et ceux que je nomme les porte-phallus de la psychanalyse. On y trouve d'authentiques réactionnaires, des suppôts bureaucratiques, mais aussi des figures postmodernes tout aussi problématiques lorsqu'elles maquillent l'opportunisme intellectuel en ouverture d'esprit. Elles ont cependant un point commun indiscutable, et c'est à cela qu'on les reconnaît. Elles n'ont rien proposé de neuf, ni dans la lecture, ni dans l'écriture de la théorie psychanalytique. Pas une critique sérieuse, ni une proposition originale n'ont vu le jour dans cette veine, avec le plus souvent revendiqués comme des slogans « Rien de nouveau sous le soleil » ou « Ce qui compte, c'est seulement de dépoussiérer Freud ». Le milieu psychanalytique prend un retard conséquent sur la vie, durant qu'il se débat entre héritage, transmission impossible et carrière. Réinventer n'est certes pas recommencer à zéro, mais cela demande néanmoins de partir de rien, ce qui n'est pas rien et ce qui n'est pas zéro. Un rien comme degré zéro, pour ne pas nous perdre dans un vide sans bord, pour inscrire un point de départ ayant quelque chance de donner suite. Le degré zéro du genre, c'est son statut d'objet à l'imaginaire, ainsi qu'il se rencontre au premier temps de son efficace, pour chacun et chacune, analysant, analysante, analyste ou quiconque.
Pour éclairer cette rencontre avec le genre que nous vivons toutes et tous, avec la notion de genre et non pas le concept de genre que nous devons tenir en joue, je dois vous dire le chemin qui aura été le mien à ce sujet. Quel a été mon degré zéro du genre, bien avant de l'avoir choisi comme objet de travail. Mais avant de répondre, une précision. Point 3. Notion ou concept. Je dis notion et non pas concept. C'est une nuance importante, car rien ne permet ni ne doit justifier à ce jour de prétendre ou de croire qu'à propos du genre, quoi que ce soit ait été dit qui vaille conclusion par qui que ce soit. En premier lieu pour une raison temporelle, et c'est pour cela que nous pouvons désigner par actualité ces questions sexuelles, et d'autre part par précaution éthique et politique, visant à maintenir l'effort critique qui ne doit pas faire défaut à nos tentatives de penser ces questions. Nul ne sait ce que serait ou pourrait être le périmètre clos de ce à quoi le genre nous donne accès à propos du sexe et du sexuel, sauf si l'on consent à une approche, à une conception réduite du genre, telle que certaines perspectives psychologiques, sociologiques, politiques, philosophiques, voire psychanalytiques, en font usage et l'illustrent dans de trop nombreuses propositions récentes problématiques. À ce titre, nous aurons l'occasion d'explorer différentes symptomatologies réactionnaires, depuis leurs expressions dans certains discours ou prises de position, souvent peu exigeantes, presque systématiquement orientées actuellement contre le signifiant trans et ses affluents, dont l'exemple le plus sensible est la question des enfants trans. Des psychanalystes, souvent médiatisés et publiés, mais aussi par exemple des femélistes, mènent de véritables combats idéologiques, des guerres, au nom du féminisme ou de l'éthique clinique, qui nous serviront pour saisir le niveau de compromission contemporaine avec la tentation totalitaire, malade de vouloir défendre des nécessités politiques contre celles du sujet. Je veux dire par là un certain nombre de militants et militantes, d'analystes, de professionnels de la profession, de spécialistes de la solution des problèmes, pour reprendre l'expression de Neil Sheehan, ce journaliste américain à l'origine de la publication en 1971 des Pentagon Papers, expression reprise et largement étendue par Hannah Arendt à sa suite. Pourquoi ce pont direct avec cette théoricienne de la politique, du politique ? Pour une raison aussi simple que l'ennemi qu'il s'agit de combattre, à savoir le fantasme travesti en revendication politique au service d'un totalitarisme. Ici, celui du patriarcat, sacralisé en lieu et place des effets insupportables du rapport sexuel qu'il n'y a pas. Fantasme patriarcal qui donne voix à l'expertise des experts en pair et autres triangulations oedipiennes, ou bien encore en différence des sexes, appuyés à leur idée toute personnelle de ce qui est nécessaire, quitte à démentir les faits, quitte à démentir violemment la contingence vivante des réalités psychiques d'une part, et corrompre d'autre part la nécessaire considération minutieuse du lieu de l'autre du sexuel. Ces spécialistes, si sûrs de savoir ce qui est nécessaire, nourrissent une politique du sexuel oublieuse d'un fait mis au jour par Freud et reformulé par Lacan dans l'expression bien connue à présent
du séminaire La logique du fantasme, l'inconscient, c'est la politique. Comme s'il leur était insupportable ou impossible de reconnaître l'inconscient réel et la force de convocation de la jouissance, disons peut-être l'économie pulsionnelle au sens large. Ces spécialistes de la solution des problèmes, adeptes de la théorie des dominos, nous permettent cependant de préciser le territoire et la nature de cet ennemi totalitaire qui doit être combattu, et dont il faut peu à peu réussir à préciser le nom. Puisqu'il se fait connaître tout spécialement aujourd'hui, dans le champ social transformé en champ de bataille, non seulement comme expression de la guerre des sexes, dans les violences sexuelles et sexistes, et plus certainement encore dans l'illustration symptomatique des tensions insoutenables entre l'individu et le sujet. J'ai dit fantasme patriarcal. Il faut détailler cela. À titre personnel, j'ai longtemps considéré et pensé que le patriarcat était le problème. Le signifiant lui-même de patriarcat est très commode pour le désigner comme ennemi. Un excès de père se fait entendre entre ses consonnes et ses voyelles font résonner des cris étouffés. Le suspect fait un très bon coupable. Mais c'est un peu court de s'arrêter sur cette facilité. Il faut aller plus loin. Il faut détailler, car le patriarcat est aussi le nom d'une culture, qu'elle nous plaise ou non, et qu'à ce titre, il mérite d'être analysé comme un authentique malaise dans la culture, et non pas seulement un malaise de la culture. Ceci pour dégager avec intérêt ce qui de ce patriarcat nous renseigne sur des éléments structurels qui méritent, après examen, d'être séparés de lui. Nous aurons l'occasion de travailler une paradoxale défense du patriarcat pour le réduire à peau de chagrin, sa nature véritable et son authentique fonction. Alors sera traitée une des questions de Marc, le patriarcat ne convient pas, quoi d'autre ? Donc, le patriarcat peut être le nom de l'ennemi, du problème, mais c'est très court. Alors j'ai proposé fantasme patriarcal, pour ne pas simplement, par exemple, désigner l'hétérosexualité blanche cisgenre comme étant le nom du problème, bien que cette notion soit féconde pour dégager, depuis les intersections catégorielles, des nuances essentielles dans les processus de discrimination et de violence. Un autre nom à cet ennemi doit être proposé pour du même trait prendre conscience que le mot ennemi a déjà été prononcé plusieurs fois. C'est une sémantique guerrière. De quelle guerre s'agit-il ? De la guerre des sexes, telle que nous connaissons et pouvons justifier et comprendre l'émergence nécessaire des féminismes ? Nous aurons à répondre à ces questions, car il y a bien une guerre, il y a des victimes, des blessés, des mortes, à entendre, à réparer, à honorer. Et il y a aussi des coupables et des responsables à traduire en justice. Un autre nom donc, mais lequel ? Comment exprimer qu'au-delà de l'ennemi, nous devons nous intéresser à son objet psychique, au processus subjectif en cause, aux formations de l'inconscient, loin des prétoires et des opinions. J'aimerais proposer ceci, pour cerner ce levier psychique central, le fantasme patriarcal hétérosexuel, où fantasme peut s'entendre dans sa définition psychanalytique, patriarcal comme référence à la culture, et hétérosexuel en tant que témoin social, où l'hétérosexualité n'est pas ici une orientation sexuelle, mais un régime politique. En anglais, la formulation semble plus simple. Nous pourrions dire « the straight fantasy of patriarchy », qui nous permet de reformuler à rebours cette expression en français par « le fantasme hétéro du patriarcat ».
puisque ce n'est pas l'ennemi. Le fantasme n'est pas un ennemi. C'est l'objet central de notre attention, notre point de départ et perspective, pour avancer sur nos questions d'actualité sexuelle, par-delà toutes les nuances d'orientation sexuelle, d'identité de sexe ou de genre, toutes concernées par ce fantasme hétéro du patriarcat, tel qu'il vient soutenir la marche du désir pour tous les sujets, en réponse aux conséquences irréductibles de ce que nous avons évoqué plus tôt, comme les effets du rapport sexuel qu'il n'y a pas, dans son expression lacanienne, ou bien encore des effets du complexe d'Oedipe, dans son expression freudienne. Lorsque nous pourrons approfondir ceci, nous aurons l'occasion de traiter ce fait clinique que l'orientation sexuelle n'a pas de sens, bien que cela veut dire quelque chose par ailleurs, socialement, politiquement, ou même culturellement et sexuellement. Je donne aussi un autre nom à ce fantasme, je l'appelle le fantasme hétéros patriarche, avec un petit tiret. Il nous intéressera ultérieurement pour aborder un autre fantasme qui le décomplète, que j'appelle le fantasme apatride, A-patride, ouvrant lui-même à la compréhension d'une autre sexuation que la sexuation lacanienne, que j'appelle du coup la-sexuation, ouvrant elle-même à de nouveaux discours qui complètent à leur tour les discours dégagés par Lacan. Lacan a dégagé les discours de l'hystérie, de l'université, du maître et le discours psychanalytique. Nous verrons peu à peu comment la-sexuation ouvre un accès à 4 autres discours que j'ai appelés le discours identitaire, le discours trans, le discours féministe et le discours écologiste. Quatrième point, mon degré zéro du genre. J'en reviens à mon degré zéro du genre. Comment ai-je rencontré le genre? Comme tout le monde, d'abord sans m'en rendre compte. Et cela a duré plusieurs années. Je suis né en 1976. Si le féminisme était très actif à cette période, les questions d'identité sexuelle ou d'identité de genre n'avaient pas la place dans le discours ambiant que nous leur connaissons à présent. À cette période, la parole de certains et certaines psychanalystes était diffusée dans les médias, notamment celle de Françoise Dolto, sur les ondes d'Europe 1, tout d'abord, en 1969, dans l'émission SOS Psychanalyste, où elle intervenait en direct sous le pseudonyme de Dr X, et surtout sur France Inter entre 1976 et 1978, dans une émission quotidienne animée par Jacques Pradel, Lorsque l'enfant paraît, où cette fois elle répondait au courrier des auditrices dans l'après-coup. Nous pouvons aussi citer l'émission de télévision Psycho en 84-85, à laquelle participait Serge Leclerc. Je cite Françoise Dolto car elle marque mon entrée en psychanalyse. Non pas durant mes 2 premières années de vie, même si ma mère écoutait l'émission à la radio, mais surtout à l'adolescence, lorsque notre abonnement familial à France Loisirs nous a fait recevoir une sélection d'ouvrages, dont La cause des adolescents. J'avais 12 ans. C'était mon premier livre de psychanalyse et ma première pensée consciente à propos de l'inconscient, sur l'invitation de ma chère Françoise Dolto. Ensuite, tout un temps de ma vie de jeune adulte, ce livre a disparu de mes cartons. Je n'ai jamais réussi à le retrouver, ni à la cave, ni au grenier, au point de douter l'avoir jamais eu entre mes mains, ainsi que le pensaient mes parents par ailleurs. 30 ans plus tard, à l'occasion de mon expérience de la passe, en tant que passant,
et par une série de hasards dont la vie est le secret, le livre est arrivé un matin, alors que j'allais rejoindre l'une de mes passeuses pour l'un de nos derniers entretiens. Sur le chemin vers le café où nous avions rendez-vous, j'ai déballé le colis et me suis arrêté tout net sur le trottoir en feuilletant le livre. C'était mon exemplaire du livre de Françoise Dolto, ma cause d'adolescent, m'était revenu sur l'invitation de la passe. Je l'avais dans mes mains et je lisais dans les marges des pages mes annotations de l'époque qui tout à coup m'étaient toutes revenues en mémoire. Je me souvenais avoir inscrit des choses précises sur la parole, l'importance de la parole et souligné des phrases capitales que je retrouvais en feuilletant, dont celle-ci que je n'oublierai jamais, je cite, « Les mal partis, la psychanalyse peut les sauver ». Quel rapport avec le genre ? Je ne l'ai découvert que récemment en feuilletant à nouveau ce livre et mes annotations. L'une d'elles a éclairé mon degré zéro du genre. Dans le chapitre consacré aux identités adolescentes, Dolto parle du choix des vêtements, du style adopté pour donner forme à une identité en construction. Dans la marge, j'y avais écrit « look sexuel » et « genre ». C'était ma traduction des paragraphes concernés. Dolto parle de look, mais elle ne parle pas de genre. En le relisant il y a quelques semaines de cela, alors que je tente de théoriser ces questions depuis longtemps avec l'oubli de cette rencontre historique, j'ai compris que le genre m'avait attrapé à ce moment-là. Une conception du genre qui ne me convient pas aujourd'hui, trop alourdie par des questions d'apparence et de réalité, trop aveugle des processus psychiques inconscients qui m'ont intéressé depuis à propos du genre. Mais c'est mon degré zéro du genre, là où il m'est apparu d'abord comme objet à l'imaginaire, donc à la réalité et au corps. Mais j'ai précisé en introduction qu'aucune expertise personnelle du genre ne mérite d'être considérée d'emblée comme étant valable pour d'autres. Ce qui ne veut pas dire qu'aucune expérience du genre n'est vraie, elles le sont toutes. Et c'est de cette incommensurable expérience dont il faut tenir compte et prendre soin. C'est de cette manière que je me suis mis au travail sur ces questions dans une perspective de recherche à partir du genre comme objet à l'imaginaire et non comme objet imaginaire. À l'imaginaire, donc là où le genre objet active un trouble en paraissant, à la réalité et au corps, à propos du sexe ainsi réveillé de son sommeil trompeur qui fait passer le sexe pour une donnée, pour quelque chose de sûr. La parution du genre, sa rencontre, est une expérience troublante, dérangeante, instantanée ou durable, que nous pouvons qualifier d'expérience queer ou d'expérience de l'inquiétant. Là où le genre paraît dans une dimension, le sexe vacille dans une autre dimension. Là où le genre trouble à l'imaginaire quand il se présente, le sexe tremble au symbolique. C'est la première étape pour le saisir, pour le reconnaître. Dans une deuxième étape, quand le genre, processus symbolique, relève le gant du trouble du sexe au symbolique, il permet la recréation du sexe à l'imaginaire, où il est instance de croyance, soutenue des représentations qui lui sont liées, pouvant atteindre une sorte de confirmation, d'unité ou de cohérence. Je répète. Par exemple, je rencontre une être humaine, que je ne sais pas lire, ni situer dans le paysage sexuel. C'est une expérience queer. Je ne sais pas qui elle est, ni ce qui elle est,
ni ce qu'elle fait. Alors mon intranquillité inconsciente vis-à-vis de ma place et de ma fonction dans le paysage sexuel, trop insure, exige que quelque chose vienne répondre à ce trouble qui peut m'être insupportable, exige que l'appareil psychique travaille à le circonscrire, à le réduire. Car depuis le genre rencontré sur l'autre, qui réactive l'incertitude de mon sexe, s'ouvre une interrogation-interpellation inconsciente, qui rouvre à la création-recréation du sexe qui va suivre en différentes étapes. Résumons encore ces 2 premières étapes. Le genre se présente, le sexe est troublé, le genre est mis au sens, ce qui rétablit la représentation du sexe. À ce stade, une réassurance peut apparaître et suffire, ou pas. À l'instant d'isoler un point de l'espace, le sexe, par exemple, reprend vie dans la logique ordinaire de la réalité phénoménale, libéré pour un moment des aléas qui le structurent en coulisses. J'ai proposé, dans une définition possible du genre et du sexe en psychanalyse, la chose suivante. Le genre est la limite située à la fois à l'extérieur et à l'intérieur du sexe, le littoral ou la marge du sexe capable d'en révéler la profondeur de champ. Le genre apparaît sous l'effet du sexuel, il interroge les savoirs inconscients de la différence sexuelle et fait vaciller les identifications jusqu'à leur renouvellement. Ainsi, le genre défait le sexe et crée le sexe dans l'entre-deux de son trouble intermittent à l'instant de stabilité où il s'éprouve. Rien de plus. Tel est, selon moi, le Geschlecht, le terme employé par Freud, que l'on peut traduire par genre de sexe en un seul mot. Ceci est accessible à condition d'appréhender le sexe et le genre comme 2 inconnus d'une équation irréductible, comme 2 semblants d'un réel que nous avons depuis trop longtemps désigné à tort par le seul mot sexe, trop content d'avoir trouvé là le moyen a priori incontestable pour trier la masse humaine, jusqu'à lui donner une place au titre de quelques colloques qui parfois s'intitulent d'une des variations possibles du type « le sexe et ses semblants ». Sauf que sexe est un semblant. On entend immédiatement l'erreur commune qui fait de sexe une donnée. C'est bien ce que la clinique du genre nous enseigne. Depuis le trouble du genre qui révèle ce sexe de ce qu'il n'est pas, à quoi nous continuons de croire pourtant pour le compte de l'individu, et ouvre à la possibilité de créer le sexe nouveau qui convient mieux au sujet de l'inconscient. Pour aujourd'hui, nous n'irons pas plus loin dans l'exploration des autres étapes, ni du background qu'est la sexuation dans cette affaire. Comment ai-je bricolé cela ? À partir du genre objet à l'imaginaire, pour avancer dans mes travaux préparatoires à l'élaboration d'une thèse de doctorat, j'ai tiré ce fil pour connaître les qualités du genre dans les autres registres que sont le réel et le symbolique. Il me fallait une méthode, une recette, pas trop éloignée de l'expérience psychanalytique ni de sa pratique. Ne sachant pas du tout comment m'y prendre, et très découragé par les textes disponibles sur les lectures de la sexuation lacanienne, ou le primat du phallus, le pénis naïd, etc.,
j'ai bricolé mon propre outillage que j'espérais psychanalytique. J'ai organisé un double trident, freudien et lacanien, pour mettre tout le monde d'accord, espérant par là obtenir des résultats susceptibles d'être soumis à la question, d'être passés au grill des faits et des pensées, susceptibles d'être vérifiés par d'autres. Partant d'un état du genre, celui de l'objet, dans un registre, l'imaginaire, je me suis proposé d'extrapoler pour les deux autres registres, réels et symboliques, deux autres états, ceux du processus et de l'instance. J'avais donc mes deux tridents, objet, processus, instance, et imaginaire, symbolique, réel. Outil plus bricolé qu'inventé, puisqu'il est un gloubi-boulga à ma façon de ce que j'avais cru comprendre de la psychanalyse à ce moment-là. Vous le trouverez dans un premier petit tableau en annexe. N'empêche qu'il a été très vite efficace et plutôt solide d'un point de vue méthodologique. Ce qui a fait dire à l'un des membres du jury de la thèse en question, plus que conservateur, après avoir finalement lu ce travail, à contre-cœur, cette déclaration d'amour en forme de menace, en arrivant sur le lieu de la soutenance, finalement, je l'ai lu, votre truc, le pire, c'est que ça marche, et en plus, c'est freudien. Point 5. La conversation pour méthode. Je vous raconte ce moment de travail, non pas pour vous dire que je crois avoir réussi à attraper quelque chose, cela reste à prouver, et ce n'est pas à moi de le faire, mais pour mettre en œuvre un des objectifs de cette conversation à venir, à savoir celui de l'expression de la pratique clinique psychanalytique. Et ceci sans besoin de s'en remettre à des cas cliniques ou des vignettes que j'ai décidé de proscrire totalement pour moi et l'ensemble des invités qui viendront. J'ai la conviction que dire la pratique clinique psychanalytique ne peut pas passer par des illustrations, mais uniquement des expressions directes de l'expérience, des productions littéraires ou des mises en scène mathématiques qu'elles nourrissent. Quand bien même cela est très délicat et demande des efforts très conséquents que nous n'avons pas souvent l'occasion de fournir. Nous serons donc concentrés sur ce risque de la prise de parole de la part de celles et ceux qui viendront prendre la parole dans les conversations ou dans les discussions. Le risque de la parole avec toutes les précautions nécessaires, sans oublier la part de celles et ceux qui se tairont. Ces conversations seront l'occasion de présentation de praticiens et praticiennes de la psychanalyse, à savoir des analystes ou des analysants et analysantes, qui toutes et tous pratiquent la psychanalyse. Il y aura aussi des écrivains, des écrivaines, chanteurs ou chanteuses, et probablement des matheux, qui partagent l'expérience de la parole adressée. Dans l'immédiat, la conversation sera celle que j'entretiens avec la place vide, qui n'est pas une absence ni une disparition, mais finalement se révèle être celle avec qui, avec quoi tous les praticiens de la psychanalyse, dans un fauteuil ou sur un divan, se trouvent à éprouver le lieu et le lien de ce qu'il convient d'affronter pour éclairer cet autre du sexuel que l'analyste et l'analysant se trouvent être tour à tour. Alors la place vide est une foule, des conversations qui serviront de support à nos discussions pour décortiquer, entendre, interroger une série de propositions, de trouvailles et de questionnements
ceci pour les défaire, les prolonger, les maintenir ouvertes. Ce que j'évoque à présent coïncide l'air de rien avec la question de la formation de l'analyste. Cette question a très largement occupé tous les échanges préalables au démarrage de ce projet. C'est une question centrale, à laquelle les conversations souhaitées n'échappent pas. J'ai moi-même fréquenté durant une douzaine d'années une école de psychanalyse, l'école de psychanalyse Sigmund Freud, dans laquelle je me suis inscrit après avoir péniblement tenté d'approcher d'autres lieux où une place était possible sans être condamné à demeurer un élève ou un ancien étudiant pour toujours vis-à-vis de supposés maîtres ou supposés professeurs. Dans cette école, j'y ai fait la part la plus importante de ma formation, celle où j'ai pu, où j'ai dû, non sans difficulté, éprouver et démêler l'impossible du groupe, dans sa dimension la plus crasse, mais aussi la tentation totalitaire inhérente à toute institution que rien ne vient traiter, seulement réguler assez pour que le travail des uns et des autres se poursuive. Je peux témoigner que l'on y mène néanmoins sa barque, d'une mer à inventer avec la barque, comme l'écrit Nazim Hikmet. Une barque qui peut inventer d'autres mers et parcourir les archipels du tout-monde. Ceci n'empêche pas les accidents, n'évite pas les départs, les démissions, les conflits parfois très violents et les atteintes subjectives graves. Ceci renforce et confirme, s'il le fallait, que la seule formation de l'analyste existante, ce sont bien les formations de l'inconscient, celles qui se laissent connaître dans la cure, rien que la cure, en intention et en extension. Alors, ayant commencé à recevoir des analysants et analysantes depuis 16 ans environ, je me trouve désormais obligé par les cures d'ouvrir un quelque chose, un bras de mer. Je ne suis pas sûr du tout d'y parvenir, ni que cela ait une quelconque chance de réussir. Mais ce n'est pas cela qui est important pour débuter. Ce qui compte, c'est ce qui a décidé, à savoir mon expérience de la psychanalyse aujourd'hui, qui m'invite à répondre depuis les cures à l'au-delà des cures. Tout ceci appuyé et déterminé par un enjeu principal, élaborer peu à peu un complément à la théorie sexuelle, réinventer un bout de psychanalyse à partir d'un objet qui la trouble plus qu'aucun autre depuis fort longtemps, que nous pouvons désigner par genre, mais qui peut et doit aussi bien être désigné par trans et yel à présent. Nous aurons l'occasion amplement d'explorer ces variations signifiantes. Point 6. Comment en sommes-nous arrivés là ? J'en reviens pour avancer vers une conclusion temporaire à cette introduction à la question de départ. Comment en sommes-nous arrivés là d'être interpellés par la possibilité de considérer la psychanalyse et les actualités sexuelles, ce paradoxe ? Cette question exprime l'incontournable dimension politique inscrite au cœur du questionnement en psychanalyse à propos de l'inconscient, du fait sexuel et du désir, qui ne manque jamais de poursuivre un dialogue avec le monde dans lequel elle s'exerce. Deux éléments se distinguent. Le premier, toute ressemblance avec notre situation politique, nationale et mondiale ne saurait être fortuite, mais bel et bien l'expression d'un symptôme qui va nous intéresser intensément, celui de la contamination du champ social
par les savoirs sur le sexuel issus de l'expérience psychanalytique, dont les effets hors cure, mais pas sans transfert, confirment leur incidence directe et indirecte sur le lien social, sur la possibilité de faire société ou collectif, et sur l'économie libidinale en général. Deuxième point, l'agonie lancinante et incontestable du patriarcat, agonie cependant combattue par quelques hommes et femmes mal castrés, assène à toutes et tous des coups toujours plus violents à mesure que la parole et ses effets gagnent le terrain qui leur était refusé, au point que la bataille engagée, bataille pour la vie et pour le savoir, semble perdue de toujours. Ce qui n'a rien d'étonnant pour un système fondé sur l'exclusive nécessaire, sur le meurtre du père et le repas totémique qui en impose la récurrence et son maintien, quoi qu'il en coûte, bien que morbide. Ceci nous invite à apprécier notre situation présente, celle de notre culture, celle de la psychanalyse en expérience, à la lumière des actualités sexuelles. J'insiste sur cette perspective, ce sont les actualités sexuelles qui peuvent enseigner la psychanalyse et non l'inverse, sauf à nous maintenir encore, délibérément et aveuglément, dans un mouvement diagnostique, académique et idéologique. Car ce qui se présente dans l'expérience mérite d'être accueilli, entendu à la hauteur de ses qualités inouïes, encore insues, dont il faut éclairer les contours, les dynamiques, les capacités créatives et la puissance critique contre le symbolique que le réel vient traiter là où il prend forme dans nos réalités, là où jouent les semblants entre réel et imaginaire. Dans le fauteuil, sur le divan, nous écoutons, nous disons ce qui n'a pas encore été pensé au point d'avoir déjà produit des élaborations nouvelles. C'est un fait analytique, c'est l'essence même de la psychanalyse. Il est pourtant contesté par l'insistance de l'attitude surplombante des connaissances théoriques de nos bibliothèques bien garnies, écrasant inlassablement les savoirs en instance de paraître. Ce qui condamne déjà depuis au moins 40 ans la psychanalyse à l'engourdissement bourgeois dont elle souffre en son centre, là où la dimension institutionnelle l'encourage à refuser un savoir encore inconscient, dont la mise à l'écart, par les grâces du démenti principalement, obstrue comme un fécalome les voies d'écoulement nécessaires à nos humeurs contemporaines. Notre situation présente est violemment paradoxale. Durant tout ce temps que la psychanalyse a amplement fait et continue de faire la sourde oreille à ce qui lui est adressé, dans l'intimité de la cure ou sur la place publique, des constructions et des élaborations incontournables se sont produites au dehors d'elle, pour l'essentiel, au point qu'elle peut continuer aujourd'hui d'accueillir ce qu'elle ne sait pas accueillir autrement que pour des particularismes, des phénomènes mineurs ou minoritaires. Sa collaboration historique avec l'universel majeur lui coûte sa capacité d'éveil et d'émerveillement devant les métamorphoses infinies de la libido. Elle s'est rendue coupable d'un conservatisme pathogène, permettant à celles et ceux que je qualifie de porte-phallus de tenir particulièrement à distance de son œuvre les questions dites de genre, les apports féconds de la transspective, la perspective trans, et l'ouverture grandiose de l'écriture épicène, où la langue continue de se créer. En d'autres termes,
rejoindre à son horizon la subjectivité de son époque, cette invitation de Lacan aux analystes de tout poil, qui n'a pas été suivie d'effet autant que cela était attendu. Elle visait pourtant à éviter que les candidats et candidates à la fonction d'analyste se piègent dans celle de simples interprètes dans la discorde des langages. Depuis lors, les expressions identitaires nouvelles ont pu encourager une réification trompeuse des subjectivités, faute de pouvoir maintenir ouvert le champ du sujet de l'inconscient en ce début de XXIe siècle. Ceci ayant accouché au forceps de perspectives philosophiques et existentielles peu utiles au processus analytique, dès alors fantasmé d'être queer ou féministe ou intersectionnel, au point de confondre son dehors et son dedans, de lâcher l'hypothèse de l'inconscient et la loi du signifiant. L'inconscient est politiquement incorrect. Tenter de lui redorer le blason avec des paillettes à la mode n'a pas d'autre sens que celui de l'évitement ou de l'amalgame contre-productif, fondé de la confusion de l'identitaire et de l'identité principalement. Cette critique que je formule ici figure ce paradoxe dont il faut souffrir suffisamment pour en apprendre quelque chose, et du même trait en extraire les maniements dans la cure des effets de signifiants de ces actualités sexuelles. Si le discours ambiant demande de préciser à l'extrême les qualités identitaires de toutes celles et ceux qui s'expriment, ainsi que leurs propos eux-mêmes, nous devons aujourd'hui rester plus que vigilants au particularisme ainsi encouragé, sans craindre de nous affilier à l'universel majeur, qui totalise le divers. Et si nous devons, évidemment, battre la psychanalyse comme une campagne, partout où elle refuse les effets des féminismes, du queer ou de l'intersectionnalité, nous devons le faire sans concession. L'identitaire est une matière noire. L'identité n'en sait rien, ne peut pas le savoir, mais peut-être crue être une étoile, tandis qu'elle est plutôt une supernova. Un autre élément du paradoxe en question est agrégé irrémédiablement sur la question de la transmission de la psychanalyse. Transmission impossible, exigeant l'exigence de la réinvention perpétuelle, méritant d'être tenue à l'écart des enjeux d'héritage et de filiation dans le milieu psychanalytique. Car la formation du psychanalyste s'en trouve privée de pouvoir apprécier les déformations du psychanalyste, largement abandonnées aux cures individuelles, sans écho suffisant dans l'élaboration commune des symptômes en partage que les praticiens et praticiennes, analysants ou analystes, peuvent néanmoins mettre au travail pour ne pas reculer devant ce qui s'amène, puisque ces déformations, ces transformations, ces transsexuations sont les voies de la formation de l'analyste, où la transmission se maintient impossible, donc praticable. La rue, la jeunesse, les diverses communautés qui constituent notre société ont pris sur le milieu psychanalytique une avance très importante, difficile à réduire. Et elles en savent plus que nous, et cependant d'une manière qui mérite d'être étendue par la perspective analytique. Ceci sera très visible dans les conversations à venir, lorsqu'il y aura à reprendre des arguments et des élaborations pourtant disponibles depuis plusieurs décennies, dont tout ou presque continue de produire encore, aujourd'hui, un étonnant effet de surprise sur un discours, le discours psychanalytique, et sur les analystes, dont nous étions pourtant en droit d'attendre, compte tenu des cures qui n'ont pas cessé d'avancer avec leur temps, un peu plus de modernité, sans besoin qu'elle soit épinglée comme une plus-value
ou un caractère spécifique, mais simplement la marque de son temps. Nous reprendrons donc point à point l'étude de nombreux éléments et de non moins nombreuses notions qui n'ont plus de secret pour la relève de notre époque, pour une large part des analysants et des analysantes qui viennent dire en séance, là où bien souvent nous sommes interpellés par ce qui ne fait plus question pour nombre de nos contemporains. Ce constat n'est pas décourageant, puisque relever tout dire de ce qui lui échappe dans le dit fait le lit de l'écoute analytique et de son acte. Si pour nombre d'analysants et d'analysantes, les questions dites de genre, le trans, le yel, ne font plus mystère, c'est d'une part une bonne occasion pour l'analyste de rejoindre à son horizon la subjectivité qui se présente à son écoute, ce qui d'autre part ouvre à la possibilité pour Ciel qui dit d'entendre son dire par l'écho inconscient que son analyste voudra bien assumer de supporter pour soutenir la promesse et le processus de la cure. Point 7 et dernier point. Pourquoi converser dans un lavoir, à la goutte d'or? Nous sommes au lavoir moderne parisien, lieu historique de paroles échangées autour d'une tâche domestique, laver le linge. Une affaire de femmes, comme celle des conversations, qui n'ont été repérées comme telles qu'à la faveur de leur exercice mondain des salons d'autrefois, laissés à l'autonomie relative des femmes considérées aptes à discuter des choses non étatiques, non primordiales pour la royauté ou d'autres régimes politiques, à savoir le sentiment, l'allure, la musique ou les arts de portée mineure, la bienséance et la formation des femmes de la société. Durant plusieurs années, j'ai écrit dans mon coin et diffusé marginalement des textes sur Internet. J'ai aussi produit quelques livres en autonomie sur le plan éditorial. Mais l'exercice du billet solitaire, comme la masturbation, invite à l'ouverture, au partage, pour risquer sa mise érotique dans d'autres activités sexuelles. Je me suis renseigné sur les usages du monde et j'ai redécouvert ce qu'étaient les conversations d'autrefois. Mon salon étant trop petit pour y convier une petite foule et ne maîtrisant pas les codes de la bonne société, le quartier de la Goutte d'Or s'est imposé comme mon adresse. J'y vis et j'y travaille à présent. Alors c'est ici que nous nous rencontrerons, en espérant que ces occasions soient aussi agréables que la dégustation d'une conversation, cette petite tarte rendue célèbre au XVIIIe siècle par Madame d'Épinay, qui savait recevoir, dont la recette fut diffusée par ses soins dans un texte intitulé « Les conversations d'Émilie ». Sucre, poudre d'amande, des œufs et un peu de technique. Il n'y a plus beaucoup d'endroits à Paris où il est possible d'en déguster. Les adresses sont confidentielles. Je ne vous donnerai pas, puisque nous tenterons d'en réinventer la recette. Ici, les conversations ne seront pas des utopies politiques, ni des mondanités surannées qui font les scénarios éculés des fictions cinématographiques et des simulacres de pensée auxquels nous sommes confrontés, là où l'intellectualisme préside à tout. Il y aura dans ces conversations des choses très compliquées, car la vie psychique est très compliquée. Elle exige d'être au travail, comme on dit tout le temps. Ce n'est pas grave. Il n'est pas nécessaire de comprendre pour profiter du sens. Et mieux encore, des déplacements que l'écoute attentive d'une proposition peut générer dans le corps, dans la tête,
de nous toutes et tous rassemblés provisoirement pour cet exercice, pour ce travail, car c'est un travail. Que l'on écoute, que l'on dise ou qu'on se taise, c'est un travail que nous allons faire ici. Nous nous appuierons sur la logique et ses impasses ou ses dépassements, sur l'intuition à la faveur de quelques égarements. Nous tordrons la langue, nous écouterons l'espace, nous tenterons des écritures à propos de choses qui forcent à transgresser les règles grammaticales et font refleurir nos orthographes endormies. Alors comment s'y prendre? Que l'on soit déjà initié à ces questions ou bien tout à fait naïve. Pour soutenir cet effort d'ouverture et d'approfondissement des questions dites de genre, que je préfère énoncer comme clinique du genre, j'ai commis un petit livre sous le titre « Parle à mon corps », qui est de près et de loin une version plus littéraire de mon premier ouvrage intitulé « Le sexe réinventé par le genre », dont le texte est un peu complexe, m'a-t-on dit. Aussi, Parle à mon corps, qui n'est pas un roman à proprement parler, ni même de la littérature selon les canons en vigueur, peut aider à entrer et progresser dans une série assez vaste de questionnements que le personnage principal, Marc, nous permet de suivre avec Yael. C'est de ce texte que sont issues les 13 questions qui serviront de prétexte aux conversations pour tenter d'y répondre. Je conclus avec ces 13 questions qui ne seront pas égrenées comme un chapelet, mais traitées pêle-mêle, les unes les autres, au fil de nos errements. Et pourquoi moi, je dois sexuer comme toi? Comment le sexe vient au mental? Quelle sexualité pour qui sait le sexuel? L'orientation sexuelle a-t-elle un sens? Le patriarcat ne convient pas. Quoi d'autre? Être une mère comme un homme? Une trans psychanalyste? À quoi répond l'excitation sexuelle? Quelle définition psychanalytique du genre, du sexe? Une sexuation hors phallus? MeToo et psychanalyse? Il n'y a pas de rapport sexuel. Quid d'un rapport de genre? Et enfin, quelle nouvelle perversion? La prochaine fois, je parlerai sous l'intitulé « Mon divan trembla », en référence et hommage à James Baldwin, pour parler un peu d'amour, pour cheminer entre deux érotiques, du sexe guérir l'amour et faire l'amour du sexe. Nous abandonnerons, rassurez-vous, la leçon inaugurale d'aujourd'hui pour un autre format, plus poétique, je l'espère. D'ici là, quand vous aurez pu réécouter cette première séance, vous pourrez, au-delà de la discussion que nous allons avoir à présent, adresser vos questions et commentaires comme vous le souhaitez par mail. Nos prochaines rencontres y répondront peut-être d'une manière ou d'une autre. Merci de m'avoir écouté.